Je voudrais que les jeunes puissent vivre ou ressentir ce que les autres à leur âge ont vécu. Alors qu'ils avaient été meurtris, ne pouvaient pas s'alimenter, ils ont quand même réussi ce jour-là, au moment de la libération, de faire la fête. Elle est ministre chargée de la mémoire et des anciens combattants. Aujourd'hui, Patricia Miralles est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à l'émission, merci d'être là. Merci pour votre invitation. C'est avec grand plaisir. Comment se passe ce premier mois en tant que ministre ? J'ai pas été absente longtemps. D'accord. J'ai été ministre secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire pendant 28 mois. Et puis j'ai eu cette pause de 3 mois puisque j'ai eu un prédécesseur. Et je reviens sur les chapeaux de roue puisque les dossiers sont encore brûlants. Rien n'a été oublié et mon cabinet a travaillé dès le premier jour puisque nous avons déjà passé notre budget au Sénat ce samedi. Très bien. Et concrètement, c'est quoi être ministre de la mémoire et des anciens combattants, très concrètement ? Parce que voilà, on est mission à destination des jeunes, donc voilà, concrètement, puisse comprendre ce que c'est aussi être dans ce ministère. Alors, j'ai été secrétaire d'État aux anciens combattants D'accord. et à la mémoire. Oui. Donc, aujourd'hui, je suis ministre délégué chargé de la mémoire et des anciens combattants. Il y a quelque chose qui s'est passé en peu de temps, parce qu'aujourd'hui, et le président de la République le dit souvent, il faut regarder notre histoire en face, faire en sorte que les jeunes connaissent l'histoire pour ne pas la reproduire. Et donc, aujourd'hui, on est, je dirais, dans cette phase de transition où nos plus anciens partent petit à petit. Ils continuent à transmettre, ils ont besoin de transmettre, mais il faut qu'on aille vers les jeunes. Donc pendant cette pause des 3 mois, j'ai été dans les collèges, j'ai été à Sciences Po pour parler aux jeunes. Et en fait, les jeunes, ils vivent au présent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent pour leur avenir ? Et donc, c'est le rôle qu'on doit jouer dans ce ministère, de parler de la mémoire, de les embarquer avec nous et de les rendre plus forts pour leur avenir. Justement, vous évoquiez Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, il avait exprimé le souhait de vouloir mobiliser, notamment dans l'armée, cette jeunesse. Vous en pensez quoi ? Vous êtes favorable à ça ? Alors, je suis favorable parce que quand on regarde notre avenir, j'ai 3 enfants, être un citoyen avec un engagement, il peut être associatif. Vous pouvez décider d'être dans une réserve associative, dans une réserve communale pour pouvoir être au plus près peut-être des catastrophes naturelles. Et on sait que les jeunes sont très attentifs évidemment à leur planète. Et donc ils peuvent aussi bénéficier et nous aider puisqu'ils sont toujours en mouvement. Et puis, faire nation, c'est aussi participer, venir en aide. Si toutefois on devait avoir un conflit, il faut aussi qu'on puisse connaître dans les recensements des jeunes quels sont leurs métiers. On a besoin de savoir, est-ce que vous êtes médecin ? Est-ce qu'on a besoin d'un cuisinier ? Est-ce que vous êtes mécanicien ? On va avoir besoin de mécaniciens. Donc, c'est plutôt dans le sens d'un recensement, si toutefois on avait des besoins pour pouvoir venir en aide à notre nation. Et donc, je pense que quand les jeunes, on leur explique les choses, eh bien, ils viennent. Et donc, c'est un appel à notre jeunesse qui, je le dis souvent, on a une belle jeunesse, mais on ne sait pas s'adresser à eux. Non, mais c'est effectivement, et puis en plus, sur ce sujet-là, depuis 2022, on voit plus en plus de retrait de l'armée française, notamment des pays africains, et notamment des jeunes dans le lot. Comment, justement, ces jeunes qui sont, est-ce qu'on peut les considérer comme anciens combattants d'ailleurs ? Alors, oui, je vais d'abord vous dire, j'ai une pensée évidemment pour ces jeunes qui se sont engagés et qui ont péri, parce qu'ils ont été... pour notre sécurité, pour combattre les djihadistes. Et tous ces jeunes qui en reviennent, parce qu'on part d'Afrique, parce que ce sont des États souverains qui ne souhaitent plus aujourd'hui que nous y restions. Tout à fait. Mais oui, moi, ces jeunes des OPEX, si vous parlez de Barkhane ou de Serval, j'ai des jeunes qui se sont engagés à 18 ans, et ils ont fait 10 ans, ils ont 28 ans. S'ils ne re-signent pas un mandat, eh bien, ils ont 28 ans, ils ont fait des OPEX, eh bien, ils sont anciens combattants s'ils y sont restés un peu plus de 15 semaines et 1 jour exactement. Et donc, ces anciens combattants, jeunes, ont aussi une part à écrire. Aujourd'hui, il faut qu'ils écrivent leur histoire. Parce que les Français pensent toujours que les anciens combattants,
sont des anciens combattants de la guerre d'Indochine et d'Algérie. Non, Eh mais c'est vrai bien, que c'est l'image qu'on a, hein. et voilà. Effectivement, Eh ancien bien, c'est faux. combattant, Eh bien, c'est tout à faux, fait. parce que moi, j'ai énormément de jeunes combattants qui ont des besoins, qui ont besoin aussi de savoir comment je peux servir aujourd'hui mon pays sans être engagé dans l'armée, mais avec l'expérience que j'ai eue. Donc, ils ont besoin de reconversion. Ils ont un vrai métier, parce que quand on s'engage aussi parce qu'on a des métiers dans l'armée. Il y a plus de 400 métiers. Et donc, c'est des vraies valeurs ajoutées, je trouve, dans les communes, dans les départements, dans les régions. Et il faut qu'on arrive à travailler avec eux. Donc moi, je les incite, parce que souvent, ils rentrent dans les amicales de leur régiment, D'accord, ouais. pas trop dans les associations d'anciens combattants. Mais on sait très bien que quand on veut obtenir des choses, par exemple au moment d'un budget sur des avancées, eh bien c'est grâce aux anciens combattants, et aux amendements, au travail que l'on fait avec eux, que l'on peut après apporter des amendements où les législateurs d'ailleurs s'en saisissent. Et donc on a besoin de faire ça avec les jeunes. Il y a aussi cette transmission entre nos anciens Mhm. qui ont compris aujourd'hui que leurs associations vont devoir continuer à vivre après eux, et donc il faut qu'ils aillent chercher ces jeunes. On est en train d'opérer cette transition. Tout à fait. Et puis, concrètement, comment justement, on accompagne ces jeunes vers l'après? Alors, Ces jeunes anciens combattants, du coup. alors, on peut les accompagner évidemment par les réseaux des armées, parce qu'il Ouais. y a aussi des cellules sur la reconversion quand ils souhaitent ne plus être militaires, quand ils ne re-signent pas un contrat. On a des entreprises qui, évidemment, sont souvent partenaires ou mécènes et viennent très rapidement chercher ces anciens soldats qui ont de grandes valeurs parce qu'ils ont su se déployer rapidement. Et donc pour eux, c'est important. Ce que je regarde, moi, plutôt du point de vue de mon ministère, c'est l'accompagnement des soldats blessés. D'accord. Voilà. Et donc cet accompagnement des soldats blessés, il faut qu'on leur permette aussi de trouver leur place dans ce monde qui parfois va très très vite. Et puis il faut se dire une chose, c'est qu'ils connaissent peu le civil, parce qu'ils ont toujours servi dans l'armée. Donc des fois ça leur fait peur le civil. Mhm. Et c'est à nous de leur montrer qu'ils y ont toute leur place. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis en plus, là, si on parle effectivement des anciens combattants, il y a aussi l'aspect mémoire. Et votre ministère va jouer certainement un grand rôle cette année, puisqu'il y a les 80 ans, notamment, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est quoi les grands projets prévus par votre ministère cette année, en Il y a 2025? lundi, je serai avec le président de la République à Birkenau, à Auschwitz-Birkenau, pour les 80 ans je dirais, de la libération du camp. Mhm. Ensuite, il y a le retour des déportés. Il y a les deux poches avec la poche de Colmar. Puis, il y a la capitulation, évidemment. Et nous irons jusqu'en septembre, quand il y a aussi la capitulation du Japon. Euh, Ces années, elles nous servent, ce que j'ai vu pour l'année 2024, avec la libération de plusieurs villes. Ce que j'ai vu, c'est tous ces jeunes, l'engouement que ça a créé. Moi, ce que j'avais demandé au GIP, à la mission de la libération, c'était aussi de dire, je voudrais que les jeunes puissent vivre ou ressentir ce que les autres, à leur âge, ont vécu, alors qu'ils avaient été meurtris, blessés, qu'ils n'avaient plus d'argent, ne pouvaient pas s'alimenter. Ils ont quand même réussi, ce jour-là, au moment de la libération, de faire la fête, de s'amuser, de rire, voilà, de s'embrasser. Ils ne se connaissaient pas. Et je voulais qu'ils vivent ça, pour qu'ils comprennent à quel point ça les avait unis. Mhm. Et nous, on est chanceux. On n'a pas connu ces moments terribles. Comment on va chercher leur force morale? Et ces années, je dirais, de zéro, ça sera sûrement la dernière année où on a des survivants. Mhm. Euh, et donc, il faut vraiment qu'on arrive à les faire témoigner devant les écoles, devant ces jeunes, pour qu'ils aient ce souvenir de je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai vu quelqu'un qui est venu témoigner. Les livres scolaires, pour eux, c'est une obligation. Quand on vit quelque chose de différent, quand je délocalise une cérémonie, par exemple, je vais vers des jeunes
plutôt que les jeunes viennent à Paris, peu viennent. Et donc, on essaie toujours de trouver un équilibre pour qu'ils saisissent le moment qu'ils vivent. Mmh, tout à fait. Mais justement, on est dans une génération, moi et peut-être encore plus d'autres plus jeunes, hein, parce que je suis pas non plus très vieux. euh, on est un peu la génération TikTok, quoi, la génération très instantanée. On veut tout très vite. Est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui d'inscrire dans les mémoires ce genre de choses, de faire un devoir de mémoire lorsque, voilà, effectivement, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Comment justement on arrive à toucher les jeunes? Il faut les intéresser. Je vous disais, Ouais. les témoignages, je crois que c'est quelque chose qui est important. Moi, j'ai vécu le témoignage d'Esther Senot, déportée euh, à Auschwitz-Birkenau. On est allé le 5 décembre de l'année dernière avec toute une classe. Il y avait 200 élèves et il y avait une classe du 9-3. Et bien, quand elle est à Birkenau et qu'elle explique, Esther explique il fait froid, il neige, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il y a 200 jeunes dans une pièce, tout le monde est suspendu à ce qu'elle raconte. Hmm. Et là, il n'y a plus personne qui regarde son téléphone, et elle a une petite voix, elle a 94 ans, personne se dissipe. Et quand ils sortent, moi, je me dis, là, les jeunes, ils ont compris. Et Ah oui. donc, il faut aussi qu'on les intéresse. C'est vrai mais même nous, on est dans un monde qui va trop vite. On court tout le temps, on fait des notes, c'est de plus en plus rapide. Mais je crois qu'il y a des moments où il faut savoir appuyer sur pause. Il faut savoir appuyer sur pause parce que si un jour on nous oblige à faire un arrêt, on a vécu le Covid, ça a été douloureux pour les jeunes ce Covid. Eh bien, si on devait appuyer sur un arrêt, il faut aussi qu'on sache le faire. Et que ça ne mette pas ces jeunes dans une situation qui a été difficile, douloureuse pour eux, anxiogène. Euh, c'est à travailler. Il faut travailler. Donc moi, j'ai l'intention aussi de travailler avec l'éducation nationale pour montrer à ces jeunes que quand ils arrivent dans une école, elles portent un nom. Parfois, dans l'école, on voit des plaques commémoratives. Personne ne leur dit qui sont ces noms qui sont Mais c'est vrai, on apposés. passe devant sans forcément y Voilà. faire Eh bien, attention. je veux qu'il y ait une pause à un certain moment. Il faut l'adapter à leur concentration, je dirais, parce que la concentration, aujourd'hui, elle est de plus en plus limitée. Hmm. Et donc, comment on les intéresse? Bon, moi, je vous dirais, pour mémoire, je fais pour mémoire sur TikTok. J'ai bien compris qu'en 1 minute, et encore, peut-être qu'ils accélèrent. Mais j'essaie. Voilà, j'essaie. Et qu'est-ce que vous diriez justement à un jeune qui veut s'intéresser justement au devoir de mémoire, à la transmission, ou même tout simplement s'engager pour ce type de cause? Moi, je dis aux jeunes, euh, je suis une enfant des quartiers populaires. J'ai fait un choix dans ma vie, j'ai fait un choix jeune. Je n'ai pas voulu continuer mes études et j'ai demandé à mes parents de pouvoir faire un CAP, BEP à 15 ans. Je l'ai fait. Et puis, je suis une ancienne joueuse de foot, donc je faisais en même temps du football. Ah oui. J'ai été engagée dans les associations, je fais encore beaucoup de bénévolat. Mais en fait, ça m'a amené petit à petit, moi qui ne connaissais pas mon histoire. Je ne connais pas mon histoire familiale. Je suis née en France, mais je suis issue d'une famille donc de Pieds-Noirs d'Algérie, qui a plus de 100 ans d'histoire en Algérie. Et donc j'ai dû construire mon histoire. Et ce que je veux dire, c'est que la France, notre pays, nous donne la possibilité. On a tous les outils, on n'a pas besoin d'argent. On a les bibliothèques, on a les médiathèques, on a les centres historiques. Chacun peut trouver à un certain moment comment s'enraciner ou dans la commune où il est né, ou parce qu'il vient d'un pays étranger. Et donc, on peut le faire. Et c'est ce que je leur dis souvent. Regardez d'où je viens et où je suis allée. Et si on m'avait dit qu'un jour j'aurais été nommée ministre déléguée, j'en aurais ri. Donc, c'est possible en France. Tout est possible. Il faut trouver son chemin. Eh bien, il faut qu'il s'intéresse à tous les outils que peut donner notre pays pour avancer. Merci Patricia Miralles. Merci beaucoup.